Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue sur Sud Radio, vous écoutez les voix de l'emploi comme chaque mardi sur Sud Radio. Je suis accompagné, et donc je vous le dis, bien accompagné de Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi. Bonsoir mon cher Jérôme. Bonsoir Philippe. Je vous présente nos invités dans un instant, ils sont avec nous. Le thème de ce soir, l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Alors souvenez-vous, Emmanuel Macron avait proclamé l'égalité homme-femme, grande cause du quinquennat, et le chantier en cours est énorme, c'est le moins qu'on puisse dire. Seules 3 femmes occupent un poste de direction sur les 120 plus grandes entreprises françaises. Selon le Forum économique mondial, dans le monde évidemment, seuls 36% des postes de managers seniors sont occupés par des femmes. C'est un petit peu plus qu'en 2019, sauf qu'à ce rythme particulièrement lent, eh bien écoutez bien, il faudra à peu près 257 ans à l'humanité pour atteindre la parité. Toujours à l'échelle mondiale, les femmes sont surreprésentées dans les emplois précaires. Et puis, depuis que le mouvement MeToo a fait son apparition, eh bien, on ne compte plus les témoignages de violences sexistes et sexuelles au travail. On va y revenir. Malheureusement, en 2021, eh bien, l'égalité homme-femme au travail, ça coince encore beaucoup. On va en parler, on va en débattre. On va essayer d'avancer un petit peu sur le sujet avec nos invités. Dominique Verrien, sénatrice UDI de Lyon. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Verrien, bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Marion Gadot, directrice développement RH chez ACE France. Bonsoir à vous. Bonsoir Philippe. Et le sociologue Jean-François Amadieu qui est avec nous, auteur de La Société du Paraître aux éditions d'Il Jacob. Bonsoir Monsieur Amadieu. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, Jérôme Laverny, je vais donner la parole à nos invités, à Madame la sénatrice, dans une poignée de secondes. C'est vrai que c'est compliqué en 2021, cette fameuse parité qu'on nous vend depuis des années. Oui, puis pour contrecarrer vos annonces, quand même, on est à la veille d'un long week-end, peut-être pour certains, et qui va permettre certaines lectures. Rendons-les peut-être un petit peu plus positives. Alors, tout d'abord, l'ouvrage de Jean-François Amadieu, que je recommande fortement à nos auditeurs et à tous les DRH de France et de Navarre. Et puisqu'il est question de Navarre, eh bien, un autre tout petit ouvrage, si d'autres avaient un week-end un peu plus court, celui-là bien plus lointain, un petit peu en lien avec la Navarre, la fille d'Alliance de Montaigne, du haut de plusieurs siècles, en 1622, a écrit quelque chose de véritablement croustillant, et comme quoi le débat est ancien, est antique. Marie de Gournay, c'est l'héritière, on va dire, de Montaigne. C'est elle qui a publié la dernière diffusion des essais. Bref, a dévoré ce week-end l'un et l'autre livre sur la cause qui nous réunit aujourd'hui. Alors, la parité, l'égalité homme-femme, égalité salariale, évidemment, on va revenir. Alors, vous avez raison, j'ai peut-être dressé un portrait très noir de cette égalité qui n'est pas encore là. Madame la sénatrice, est-ce que vous êtes optimiste puisqu'on a fait quand même des progrès Alors, on n'a pas fait autant de progrès qu'on pourrait croire. Oui. Donc, on a fait quelques progrès. Dominique Verrien, on a fait quelques progrès, mais souvent par la contrainte. On a fait des progrès en politique par des lois, avec la parité. On a fait des progrès dans les conseils d'administration par la loi d'il y a 10 ans, Copé-Zimmermann. Et donc, comme on se rend compte que ça fonctionne bien auprès des entreprises d'intervenir par la loi et que la parité, malheureusement, il faut passer par la loi, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée, là, une proposition de loi de Marie-Pierre Rixain pour pouvoir essayer d'atteindre, sinon la parité, un peu plus de femmes, au moins dans les postes de dirigeants. Les quotas. Donc, alors oui, c'est des pourcentages effectivement, mais tout comme ce qui a été fait pour la loi Copé-Zimmermann, qui demandait 40% de femmes dans les conseils d'administration, on se rend compte qu'en France, aujourd'hui, on est à 46%, ce qui prouve que c'était possible, déjà, pour ceux qui nous disaient que ça ne l'était pas. Et puis qu'en plus, ça doit avoir un avantage, parce que si ça n'en avait pas, il n'y a pas de raison d'être passé au-delà des 40%. Et donc, comme nous sommes persuadés que d'avoir aussi des femmes dirigeantes, ça a un avantage, eh bien, on dit 30% dans 5 ans, 40% dans 8 ans, et puis on pense que forcément on dépassera parce que toutes les entreprises qui ont fait le pari de la mixité, de la diversité, s'en sont trouvées gagnantes économiquement. Donc
faisons-le. Et je suis sûre que ça va se faire après de façon naturelle. Ce qui est terrible, c'est que les mentalités ne changent pas trop et que nous sommes obligés malheureusement de passer par des lois. Je déteste ce mot, par les quotas, par ces fameux quotas pour faire plier les entreprises. C'est terrible. Marion Gadeau, comment ça se passe chez AX France ? Alors nous, notre rôle en tant que cabinet de recrutement, c'est vraiment d'inciter justement à cette diversité et d'être les plus inclusifs possible au niveau du recrutement. Donc on essaye de former nos consultants à lutter contre ça, contre la discrimination et faire des shortlists de candidats et proposer des bouquets de candidats les plus variés possibles. Et donc effectivement, des hommes, des femmes, quels que soient les postes, sans s'attacher au genre. Et, vous impliquez beaucoup, Marion Gadeau, sur cette égalité homme-femme dans le monde du travail. Alors un petit commentaire. Oui, évidemment, la loi est un précieux secours, un précieux moyen pour pouvoir impulser un mouvement, mais qui, à mon sens, peut et doit avoir des limites à la fois négatives et positives. Certes, on peut relancer la machine du point de vue de la composition d'un certain nombre de conseils d'administration, mais j'aurais envie de dire aussi que si certaines femmes y sont présentes aujourd'hui, c'est déjà et avant tout par les qualités qu'elles ont pu glaner, car en réalité, on voit aujourd'hui des filières universitaires qui sont majoritairement occupées par un public féminin et par voie de conséquence, qui nourrissent la composition de ces conseils d'administration. Donc oui, la loi, elle est importante. Il faut la voir aussi avec un petit peu de distance et ne pas s'y réfugier peut-être comme un radeau de sécurité, parce qu'elle peut aussi avoir cet inconvénient d'être un faux semblant. Il ne suffit pas, en termes de recrutement, de mettre un métier au féminin pour s'abriter derrière un combat pour l'égalité homme-femme. Alors là, pour le coup, technicien, technicienne, homme sage, ça ne va pas trop en contrepoint de sage-femme. Jean-François Amadieu, alors je rappelle votre livre. Je rappelle votre livre, Jean-François Amadieu, la société du paraître. Et c'est vrai que, on parle d'égalité homme-femme, mais il y a aussi également beaucoup de discrimination liée à l'apparence, par exemple, et on le retrouve encore. On nous dit qu'on a fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais moi, j'ai quelques anecdotes sur le sujet. Par exemple, les femmes et le congé maternité, voilà, des entretiens d'embauche à des femmes à qui on demande vous avez 32 ans, mais est-ce que vous avez prévu d'avoir des enfants ? J'imagine que oui. Comment ça se passerait ? On sent que c'est encore compliqué, Jean-François Amadieu. Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit que le problème principal, c'est l'égalité femmes-hommes, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'inégalités qui sont très, très importantes et qui proviennent d'autres choses. Par exemple, les femmes en situation de surpoids ou d'obésité sont vraiment victimes de mise à l'écart et de discrimination tout à fait effarante. Et vous aviez raison de mentionner la situation familiale. D'ailleurs, l'INSEE a récemment donné des résultats. La situation des femmes qui sont dans des familles monoparentales, qui élèvent seules leurs enfants, est absolument dramatique. Donc ça, ce sont des points qui sont importants, donc au-delà simplement de la question de l'égalité homme-femme. Je dois dire aussi que quand on s'intéresse comme moi à tous les sujets de discrimination, quels qu'ils soient, je rappelle qu'il y en a plus de 25 en France, et du coup on est assez perplexe, pour tout dire, à l'égard de politiques qui ne ciblent qu'un groupe, même s'il est très important, en l'occurrence les femmes. Donc quand il y a une politique de quotas pour les postes de direction ou les conseils d'administration, évidemment le problème que ça pose, c'est que on met le focus sur un groupe, mais quid de l'ensemble des groupes? Et on ne va pas faire des quotas pour tous les groupes qui sont discriminés dans ce pays. Ça n'est pas Et d'ailleurs, il faut dire que le dernier texte qui vient d'être voté, qui est en cours d'ailleurs, je crois que ce n'est pas totalement terminé à l'Assemblée, sur les postes de direction, est unique dans le monde, à ma connaissance. Car d'ordinaire, c'est dans les conseils d'administration, c'est la loi Copé-Zimmermann, c'est ça qu'on fait d'ordinaire. Et il pose trois problèmes majeurs. D'abord, c'est que les études scientifiques montrent que les femmes souffrent finalement de ce type de dispositif. La deuxième considération, c'est qu'on ouvre une boîte de Pandore, car en fait, quand on commence avec des quotas sur le genre ou sur le sexe, on ne pourra pas éviter de le faire sur d'autres variables. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Californie, où il y a maintenant des quotas dans les boards qui concernent
les minorités visibles, mais également la communauté LGBT, et il y a des obligations et des quotas en Californie actuellement dans la loi. Donc évidemment, si on commence avec les quotas fondés sur le sexe, il faudra le faire, et nous ne pourrons pas expliquer pourquoi nous ne le faisons pas pour d'autres sujets. Donc c'est un autre problème. Et enfin, le dernier, c'est que depuis tout à l'heure, plusieurs fois, Madame la sénatrice, vous vous êtes référée à la notion de parité, comme s'il y avait un objectif de parité pour les postes de direction, mais même, je dirais, pour l'ensemble des emplois. Et là, c'est extrêmement étrange, car je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'il y ait tout le temps cette parité. Je vais prendre un exemple. Je forme à la gestion des ressources humaines. Nos étudiants qui se destinent à la fonction personnelle sont essentiellement des jeunes filles qui sont en apprentissage et qui se destinent à cette fonction. Si demain on souhaite la parité, il faudra que dans cette fonction, évidemment, je refuse de nombreuses jeunes filles et que je prenne des garçons. Pourquoi je ne veux pas prendre d'hommes ? Non pas que je ne les aime pas, mais simplement ils sont moins bons. Donc je ne veux pas être un jour obligé ainsi d'avoir un objectif de parité. Mais ce sont des vases communicants. Si nous avons la parité pour d'autres fonctions de l'entreprise, en production, en finance ou ailleurs, comment empêcher que en gestion des ressources humaines, il y ait également un équilibre 50%, 50%. De la même manière, si vous voulez des quotas pour les postes de direction, comme la nouvelle loi vient de le décider, quand on connaît le monde de l'entreprise, si vous avez une parité pour des postes de direction, et si vous voulez l'étendre à l'ensemble des cadres, comme le préconisent beaucoup de grands patrons en France, si vous êtes paritaire pour le management, vous êtes obligé d'être paritaire pour les autres emplois. Et imposer la parité pour tous les emplois me paraît complètement absurde. Alors, Jean-François Madieu, puisque vous avez interpellé la sénatrice Dominique Verrier, on va la laisser répondre sur cette question de la parité. Alors, ça, beaucoup le pensent. Alors, je vais vous répondre. Faire la parité pour la parité, est-ce que c'est vraiment essentiel ? Est-ce que vous pensez, avec l'exemple qu'a donné Jean-François Madieu, la justice est devenue très féminine. Ouais. Est-ce que vous pensez que il est logique qu'on n'ait que des femmes qui jugent, parce que justement la grosse différence, et nous ne sommes pas une minorité, nous les femmes, la seule chose c'est que nous ne sommes pas élevées de la même façon, c'est notre culture, nous ne réagissons pas tout à fait de la même façon, et donc nous ne sommes pas sensibles aux mêmes choses, et nous ne savons pas nous battre avec des règles qui n'ont pas été faites pour les femmes, notamment en entreprise. Mais moi, je pense qu'il faut aussi avoir des hommes qui jugent. Et effectivement, il y a essentiellement des femmes qui se présentent aujourd'hui à la magistrature. Et oui, c'est vrai qu'on aide. Quand un garçon a son concours à l'écrit, il est quasiment sûr de l'avoir à l'oral, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des garçons. Et c'est simplement parce que c'est pas que les garçons sont moins bons, que les filles sont moins bonnes, c'est que on n'est pas sensible à la même chose, et notamment sur les recrutements. Éventuellement, les femmes ne sont pas compatibles à certains types de recrutements, comme des hommes ne le seraient pas à certains autres types de recrutements. Et je crois que le fait, alors l'idée c'est pas d'être pile à égalité, et d'ailleurs c'est pas non plus ce qui est souhaité, mais le fait d'avoir une parité ou d'avoir une mixité, d'avoir une diversité, ça enrichit les débats, ça enrichit les entreprises, et donc ce serait dommage de s'en priver, très sincèrement. Et je reviens sur les quotas, nous ne sommes pas une minorité, nous les femmes. Nous ne sommes pas une minorité, mais nous avons un monde qui a quand même été beaucoup construit pour les hommes. Et donc, dans les exemples complètement absurdes, on se rend compte que les chercheurs, majoritairement masculins, en médecine, travaillaient essentiellement sur des rats. C'était beaucoup plus simple d'avoir des rats parce qu'elles n'avaient pas de menstruation comme les souris. Et du coup, on se rend compte que y a des médicaments qui fonctionnent pas sur les femmes parce que on n'a pas essayé sur des rats femelles, par exemple. Quand tous les GPS sont faits par des hommes, ils obéissent très très bien à la voix des hommes et assez mal à la voix des femmes. Et donc, si on n'arrive pas à avoir une espèce de mixité et quelqu'un qui le voit et qui se rend compte de ça, on n'arrivera pas à avoir un monde où tout le monde se sentira bien. Ouais. Alors, Jérôme Laverny, et juste après, Marion Gadeau, j'aimerais avoir votre sentiment, puisque vous, justement, vous œuvrez pour la parité. J'aimerais savoir ce que vous pensez des propos de Jean-François Madieu. Juste un tout petit commentaire, mais je reviendrai plus en détail un petit peu plus tard. Qu'on soit partisan des quotas ou pas, il me semble que tant du point de vue des inégalités salariales, le chemin est encore long à parcourir. Mais
il y a un mouvement, ça change. Du point de vue du nombre de personnes dans telle ou telle profession, il y a des choses à corriger, que ce soit par la loi, par des quotas ou pas, mais le mouvement est là, ça change. Et il me semble que polariser sur ces sujets-là, c'est immanquablement passer peut-être à côté de choses plus insidieuses, plus difficiles, plus lourdes encore à porter, un dernier rempart à franchir pour les femmes. Pas très étranger donc à la publication du livre Je le remontre de Jean-François Madieu. L'apparence est à mon sens le dernier et ultime mais très très fort combat à mener pour les femmes. On tolère bien volontiers un homme comme moi d'être tout petit et chauve. C'est beaucoup plus dur à vivre l'apparence disgracieuse pour une femme. Jean-François Madieu le disait tout à l'heure. Même une apparence très belle. Je veux dire qu'il est très ancré dans notre culture de considérer qu'une femme belle est une femme belle et un point c'est tout. Et de privilégier déjà son intelligence, son brio, ses qualités morales. Marion Gadot, sur l'apparence physique, tiens, est-ce qu'il a raison, Jérôme Laverny? Est-ce qu'on... Des patrons, on va le dire comme ça. Malheureusement, oui. Je pense que nous... plus sur le physique d'une femme agréable que sur un homme. On parlera de la discrimination à l'âge aussi. Je pense que malheureusement, ça existe encore, mais qu'il faut lutter contre et justement mettre en avant les compétences, mettre en avant la personnalité, mettre en avant d'autres choses. Et nous, en tant que cabinet de recrutement, on essaye de lutter justement au quotidien contre ça. Je trouve que ce qui est intéressant dans les quotas, c'est de mesurer justement et de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe dans les entreprises et après mettre en place des choses concrètement pour lutter contre. Et je trouve que ça, c'est intéressant dans la notion de quota. Après, oui, on essaye évidemment qu'on va avoir ce type de remarques. On a même aussi, et quand on le voit avec les clients pour lesquels on travaille, des clients qui vont nous demander spécifiquement... Sur l'âge, par exemple, on parle de la discrimination à l'âge. Est-ce qu'on... Certains patrons ne regardent pas l'âge d'un homme et regardent l'âge d'une femme, par exemple. Oui, ça c'est une réalité. Dans un cahier des charges, on va avoir des clients effectivement, qui vont nous parler effectivement du sexe, de l'âge, etc. Après, c'est effectivement à nous de dire que ça n'est pas entendable et qu'on va leur présenter justement une shortlist de candidats qui soit... Allez, on va s'arrêter quelques instants. Les voix de l'emploi ce soir, consacrées autour de l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Et on est encore loin du compte. Dominique Vérien, Marion Gadot, Jean-François Madieu, vous restez avec nous. Jérôme Laverny, vous ne bougez pas non plus. On poursuit le débat dans quelques minutes. À tout de suite. Humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Vous écoutez les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio. À mes côtés, Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi. Les voix de l'emploi consacrées ce soir à l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Emmanuel Macron qui avait proclamé cette égalité homme-femme grande cause du quinquennat. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, force est de constater qu'on en est quand même loin de la parité. On va poursuivre le débat. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Vérien, sénatrice UDI de Lyon, Marion Gadot, directrice développement RH chez ACE France, et puis Jean-François Madieu, sociologue, auteur de ce livre La société du paraître aux éditions Odile Jacob. Marion Gadot, Dominique Vérien, est-ce que vous avez quelques petites anecdotes à nous raconter? Petit témoignage peut-être autour d'une candidature, d'une réflexion que vous a fait un chef d'entreprise, Marion Gadot. Est-ce que c'est arrivé? Oui, alors, quand j'ai commencé effectivement ma carrière chez ACE, j'étais consultante dans le secteur de l'immobilier. Donc c'est un secteur qui effectivement au niveau des managers est essentiellement représenté par des hommes. Et une de mes plus grandes fiertés, ça a été effectivement de placer une femme sur un poste de responsable de la promotion, qui était une femme senior, donc plus de 50 ans. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire aboutir ce recrutement. Et ça a été une grande réussite. Et je me souviens d'avoir échangé de nombreuses années après avec le directeur général qui avait fait ce recrutement et qui m'a dit merci parce qu'en fait ça m'a ouvert aussi les yeux et ça a apporté autre chose à l'entreprise qui était un univers, parce qu'en promotion immobilière c'est un univers qui est encore assez masculin, c'est peut-être un peu plus équitable que dans l'immobilier, dans le BTP, mais oui, c'était une vraie fierté parce que j'ai eu le sentiment d'avoir vraiment rempli ma mission de recruteur et d'avoir lutté contre ces discriminations. Alors, rappelez que dans d'autres pays comme les États-Unis, au contraire, les seniors, c'est un atout
parce qu'ils privilégient l'expérience. Malheureusement, en France, c'est pas la même musique. Dominique Verrien. Alors, un exemple en entreprise aussi, une entreprise dans laquelle je rentre, là, pour le coup, en tant que cadre, donc je suis femme ingénieure, et je me suis rendu compte, en rentrant dans cette entreprise, qu'en fait, les seules femmes qui étaient déjà présentes étaient secrétaires, mais à aucun poste technique, ni dessin, ni architecte, ni ingénieur, il n'y avait de femmes. Et donc, j'ai veillé à faire ce que vous faites tous les jours, c'est-à-dire que lorsqu'on avait à recruter, à regarder les CV et à faire un premier tri en présentant systématiquement des hommes et des femmes. Après, ils choisissaient évidemment le candidat le plus compétent. Et ça a permis de faire rentrer une femme au bureau de dessin, ce qui a changé totalement l'ambiance du bureau de dessin. C'était il y a plus de 10 ans, elle y est encore, et tout le monde est ravi. Et ensuite, des architectes femmes sont rentrés. Et donc, on se rend compte que, en fait, l'entreprise ne voyait pas qu'il y avait un déficit et qu'il n'y avait pas de femmes du tout côté technique. Et c'est une autre ambiance. Et puisque je fais un peu de politique, quand on monte une liste au niveau des municipales, et je dis bien monter une liste, les candidats hommes viennent assez naturellement à vous pour dire qu'ils sont intéressés. Les femmes, on doit aller les chercher. Quand on va les chercher, évidemment, on les a choisis parce qu'elles ont une compétence. Et la première chose qu'elles disent, oh, mais tu crois que je vais savoir faire ça ? Moi non, bien sûr, c'est pour ça que je suis venue d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que on ne recrute pas de la même façon un homme, une femme. Et en entreprise, on ne peut pas traiter de la même façon un homme, une femme. Et c'est vrai qu'il faut lutter. Et c'est dès l'école qu'il faut lutter contre cette éducation qui fait que quand on est une femme, on croit qu'on ne va pas pouvoir. Alors que si on vient nous chercher, c'est que et forcément... puis alors, Jérôme Laverny, et je poserai la question au sociologue Jean-François Madieu qui est avec nous. C'est vrai que si on peut faire un petit peu de psychologie, vous venez tout de ce livre, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, mais c'est prouvé scientifiquement. Les femmes et les hommes ne sont pas faits pareil, ne fonctionnent pas pareil. On ne s'adresse pas en tant que manager à un homme comme on s'adresse à une femme. Jérôme. Oui, certes, mais les philosophes ne manquent pas, et Montaigne en fait partie, qui érige en vertu cardinale la capacité de doute, comme une preuve d'intelligence, comme il faisait référence Dominique Verrien. Donc c'est sans doute alors ne faisons pas de supériorité quelconque, justement, Marie de Gournay s'y oppose. Je parlais de choses plus insidieuses, et avant de céder la parole à Marion Gadeau, peut-être, qui va nous raconter un petit peu comment c'est géré dans le cabinet Hayes, mais c'est vrai que parfois il y a des choses, encore une fois, plus insidieuses. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout. Il y a des entreprises qui elles-mêmes sont responsables, qui font bien volontiers, bien promptement, des belles fondations érigées à la cause des femmes, mais qui, dans la pratique quotidienne, notamment des horaires de travail, eh bien, laissent s'installer une culture selon laquelle, eh bien, pas de salut si on part avant 19h. Oui, mais là, le tribut, et le lourd tribut, qui le paye, ce sont les femmes. Alors là, il y aurait une réflexion un petit peu plus fine que de créer des fondations qui sont de beaux spectacles, mais un peu vides parfois. Mais je cède la parole à Marion Gadeau. Alors sur ce sujet effectivement des horaires, oui. Alors nous on est un cabinet anglo-saxon, donc c'est vrai que on a tendance à nous pousser à se refaire la sortie à 18h. Donc on est très respectueux de ça et de cet équilibre vie privée vie professionnelle. Et je pense qu'il y a un sujet sur lequel il faut qu'on continue à travailler, sur lequel on travaille aujourd'hui chez Hayes, c'est la parentalité et c'est l'accompagnement justement des mères dans leur carrière professionnelle, c'est-à-dire de leur permettre de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. En ne faisant pas de réunion à 17h le soir, en étant flexible, en permettant le télétravail, en étant flexible sur les horaires du matin et du soir, en permettant... alors on a mis en place évidemment, comme dans beaucoup d'entreprises, les journées enfants malades, mais c'est un accompagnement aussi, je pense, autour de cette parentalité et impliquer davantage aussi les futurs papas, les pères dans le schéma, dans l'organisation de l'entreprise. Là on a fait un progrès avec le congé paternité et j'en ai bénéficié, qui est passé de 11 jours à 28 jours quand même. Jean-François Madieu, est-ce que finalement, allez, pour conclure, c'est pas la jeune génération qui va faire changer les choses, hein? Oui, c'est certain. Par exemple, il y a quelques années, vous savez que et vous le rappeliez très justement, les jeunes filles, je dirais, n'avaient pas les mêmes ambitions, elles s'auto-censuraient, et puis surtout, elles ne réclamaient pas. J'ai moi-même fait faire des sondages sur le sujet, et puis on sait, ça avait été étudié que, au fond, quand elles étaient moins bien rémunérées, ce qui, toute chose égale par ailleurs, est vrai, eh bien, elles s'en satisfaisaient.
ce qui est assez frappant. On a des études en France qui l'ont établi il n'y a encore pas très longtemps. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé. Et aujourd'hui, effectivement, les jeunes filles ne sont plus comme ça. Donc ça, c'est quand même effectivement très heureux. Et c'est vrai que je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les politiques qui sont mises en place dans les entreprises pour favoriser ce qu'on appelle la conciliation vie privée et vie professionnelle, et puis remédier à ce qui est quand même le grand constat, qui est que malheureusement, les carrières des femmes sont ralenties statistiquement et leur salaire par les enfants et le fait d'être marié. Et pour les hommes, c'est l'inverse. Pour un homme, être marié avec des enfants est une excellente chose, et pour une femme, pardon de l'expression, une catastrophe professionnelle. Ouais. Et ça change, mais effectivement, à coup de dispositifs légaux, des politiques des entreprises, et c'est ça, effectivement, c'est effectivement nécessaire. Ouais. Vous êtes optimiste, Jean-François Mathieu, ce sera le mot de la fin pour la suite. Marion Gadeau et Dominique Verrien. Oui, sachant, et je crois que Jérôme Laverny le disait très bien, que ce qui est devant nous maintenant, c'est d'être très vigilant sur l'introduction des nouvelles technologies, des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans nos process, par exemple dans le recrutement. Et nous savons déjà que, par exemple, les femmes ont pu en être victimes. On se souvient d'affaires retentissantes, mais pas seulement les femmes. Et que, comme le disait Jérôme, via, par exemple, les questions d'apparence physique, de situation familiale, etc., on s'aperçoit que malheureusement, les ordinateurs, ces fameux algorithmes, ne sont pas en train de faire un bon travail, et il faut être très vigilant. Les Américains le sont beaucoup, et nous devons être très très vigilants sur les nouvelles techniques. Donc c'est pour ça optimiste, mais dans un premier temps, il va falloir être vigilant. Merci Jean-François Mathieu, sociologue. Votre livre, La société du paraître, voilà, aux éditions Odile Jacob. Merci à vous Dominique Verrien, sénatrice UDI de Lyon. Merci Marion Gadeau, directrice développement RH chez ACE France. Merci mille fois Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi. Restez avec nous, puisque dans quelques minutes, nous allons suivre ensemble en direct l'allocution d'Emmanuel Macron, et puis juste après, nous commenterons, nous analyserons les annonces du chef de l'État avec nos invités et le docteur en psychologie Jean Dorido qui nous rejoint dans quelques minutes. À tout de suite.